Bonjour à tous, je m'appelle Paul-Antoine Strulu, je travaille chez AppNexus. Et bonjour à tous, je m'appelle Julien Chailloux et je travaille chez Mille Merci. On a choisi de venir vous parler de cet après-midi des 10 ans du programmatique dans le contexte de la publicité digitale et dans le contexte d'Internet. Pour le format, 10 ans, 10 mots-clés, ce qu'il en est, ce qu'il n'en est plus, ce qu'il en sera. Je prends le premier mot-clé, le réseau. Ce que vous voyez à l'image, c'est le réseau Facebook en 2007. En 2007, Facebook, c'est la conférence des grandes écoles, le plateau de Saclay, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Voilà les personnes qui avaient accès à Facebook en 2007. Vous me direz que c'était une audience assez facile à mesurer. La majorité d'entre nous étions sur MSN. Voilà, Internet ne change pas à chaque Hut Forum, mais sur 10 ans, il y a des mutations qui s'établissent et des changements dans Internet. Julien, tu vas nous parler de publicité digitale ? Oui, c'est un petit peu le thème de la journée. Et le mot-clé suivant, il est un petit peu bateau, mais on ne l'a pas assez utilisé, c'est le mot-clé révolution. Évidemment, le programmatique, dans ces 10 dernières années, il a entièrement et complètement révolutionné la manière dont les annonceurs et dont les marques, elles utilisent le digital pour faire passer leur message de publicité et leur message de marketing. En fait, si on était un petit peu plus clair, on se dirait que la révolution allait passer. Si vous regardez le schéma qui est derrière moi, qui représente les investissements digitaux et la part du programmatique dans ces investissements digitaux. Sur le marché US, on voit que 2019, la projection, c'est d'être à 84%. Donc la révolution, quasiment, elle est derrière nous. Et on voit bien que c'est un vrai changement dans tout ce qu'on a fait aujourd'hui, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, dans la manière dont on peut adresser la problématique de la publicité et du marketing digital. Et cette révolution, elle s'engage, elle s'emmène avec une augmentation de la complexité. Cette augmentation de la complexité, elle vient de la technologie dont on a tous besoin, de la data dont on a tous besoin. Et ça nous amène à quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus récent, qui est notre mot-clé suivant, sur le réveil. Le réveil des annonceurs, donc. Absolument. Les annonceurs, ils se sont adressés par l'intermédiaire de Mark Pritchard, mais ce n'était pas le seul. Au début de l'année, ils nous ont dit assez sérieusement, à nous tous les acteurs de la publicité programmatique, attention, ça suffit. Dans le digital et dans cette révolution du programmatique, il y a eu beaucoup de complexité qui a été menée. Et l'augmentation de cette complexité-là, elle a fait que la lisibilité des résultats elle est plus complexe, que la visibilité des bannières pose un problème, qu'on voit bien que ça rend les marques, ça rend les annonceurs un petit peu plus aveugles et surtout avec un concept de boîte noire où ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Et Mark Pritchard, qui n'est quand même pas le dernier annonceur, qui ne représente pas les plus petites marques du monde, il a dit « Ça suffit, messieurs de l'écosystème, que vous soyez très grand ou que vous soyez petit, pour nous c'est important que vous preniez le message qu'on arrive à maturité, on a passé cette révolution et aujourd'hui, on a besoin pour vous et de vous de mesurabilité, bien évidemment, mais aussi de transparence. » Alors, c'est là que je prends le relais. Si vous connaissez AppNexus, on fournit un socle technologique pour la publicité digitale. Les systèmes que nous produisons, c'est des systèmes transactionnels. Donc, dans des systèmes transactionnels, on va enregistrer le prix payé, net ou brut, le domaine, le taux de visibilité. Donc, ces informations, elles sont disponibles. Quand on vous dit « désolé, c'est du big data », j'ai envie de dire « ce n'est pas acceptable ». Les données sont bien disponibles, vous pouvez en demander l'accès et nous pouvons y donner accès à nos clients, voire aux clients de nos clients. Ce qui est intéressant, c'est que AppNexus, par exemple, fait partie des prestataires technologiques qui rendent cette transparence possible. Et nous, en tant qu'agence, c'est pour ça qu'on est ensemble sur ce plateau aujourd'hui, il faut qu'on amène cette transparence jusqu'à l'annonceur. Évidemment que pour nous, c'est une valeur clé de pouvoir transporter cette capacité à être transparent depuis la technologie jusqu'à la manière dont les annonceurs, dont les marques, elles ont cette capacité justement à investir et voir comment on est capable de regarder cet investissement et de l'analyser en profondeur. Alors, je crois qu'on va plus loin qu'accéder aux données. On va parler des algorithmes, sujet qui a été évoqué un peu ce matin. Julien, je te laisse commencer sur ce thème. Déjà, on a été sympa, on n'a pas mis intelligence artificielle, parce que je pense que le mot-clé, vous l'avez assez eu aujourd'hui, et aujourd'hui et dans les derniers jours. Si on a mis algorithme, déjà, c'est pour montrer que, à la limite, pour nous, c'est déjà un mot-clé qui est dans le présent tous les jours et au quotidien.
Là, on vous donne les exemples d'un annonceur pour lequel on travaille en ce moment. 80% de ce qu'on fait en programmatique avec lui sont basés sur de la data, first party et third party, principalement first party, mais quand même first party et third party en ce qui nous concerne. Mais aussi la moitié de tous les investissements qu'on va faire vont être basés sur des algorithmes de machine learning. Machine learning, c'est le mot qu'on utilisait il y a 2 ans pour dire intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les machines, elles apprennent. Alors c'est très important cette capacité qu'ont les machines à apprendre parce qu'elles vont être capables de mieux piloter ces investissements, elles vont être capables, et elles le sont capables, puisque ça c'est des chiffres réels d'un annonceur réel sur lequel on travaille en ce moment, d'apporter une intelligence supplémentaire par rapport à l'intelligence de l'humain. Alors, ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que c'est des algorithmes spécifiques. Je crois que certains panélistes en ont parlé ce matin. L'idée de l'algorithme générique qui résout tous les problèmes n'existe pas. Mille merci, vous avez travaillé sur d'autres problématiques que l'achat programmatique, et donc vous aviez ces équipes qui ont pu appliquer à des cas annonceurs spécifiques des mécanismes d'activation. Je pense qu'effectivement, tu as raison de souligner que à chaque problématique dans laquelle on va faire intervenir du machine learning, à chaque problématique, on va voir les data scientists ou les gens qui travaillent dessus se reposer la question de quel est l'objectif pour l'annonceur, mais surtout quel est le set de data qui est disponible. Nous, on ne pense pas qu'il y ait une technologie ou une manière d'appréhender une technologie qui soit une jolie boîte noire qui marche tout seul, qu'il suffit d'activer, dans laquelle on met de l'argent et à la fin on a des clients. Il y a vraiment à chaque fois une réflexion à avoir sur la capacité à se dire de quelles données je dispose et surtout comment je les utilise, comment elles sont chaudes, donc elles sont là tout de suite, ou comment elles sont froides, c'est des fichiers clients qui sont là tous les mois seulement, etc. Donc à chaque fois, il y a vraiment une remise en question de ce qu'on fait, de comment on le fait et de la manière dont on peut en tirer profit pour le compte des annonceurs. On en arrive à ton mot-clé préféré, dont tu me parles depuis plusieurs années, l'incrémentalité. Tu nous en parles rapidement? Nous, on vient par le passé des choses qui sont beaucoup plus adressées aux prospects et aux clients. On connaît plus facilement leur adresse email, on connaît plus facilement des choses qui sont très concrètes. Et pourtant, quand on vient dans le programmatique, on commence à n'avoir plus que des traces digitales de tous ces gens-là. Mais pour autant, ça fait quand même 17 ans chez Mille Merci qu'on s'attache à montrer qu'il est nécessaire à chaque action qu'on mène d'en mesurer la vraie incrémentalité. Aujourd'hui, le marketing digital, il est devenu très complexe, c'est-à-dire qu'on rajoute des couches. On rajoute des couches pour la complexité technologique, parce qu'on a envie de tester des nouvelles choses et qu'on a raison d'avoir envie de tester des nouvelles choses, mais aussi parce qu'il y a des nouveaux usages et de nouvelles choses qui sortent. Demain, il y aura un nouveau réseau social qui serait exactement dans la cible qu'on a besoin d'adresser, on va aller chercher ce nouveau réseau social. Demain, on aura un nouvel usage sur un nouveau device, on va aussi aller chercher le nouvel usage sur le nouveau device. Et pourtant, qu'est-ce que ça va emmener comme complexité? Ça va emmener qu'on va créer des couches sur lesquelles, sur chacune de ces couches, il va y avoir un investissement marketing supplémentaire, un investissement publicitaire supplémentaire. Et au bout d'un moment, on est quand même là pour se poser la question, mais est-ce que ça vaut vraiment ce que je suis en train d'y mettre? Est-ce que quand je mets 1 euro dans cette nouvelle action, elle va être capable de s'auto-mesurer, parce que vous n'allez jamais donner, en tant qu'annonceur, de l'argent à quelqu'un qui n'est pas capable de se mesurer, mais est-ce qu'il est capable de se mesurer dans un tout? Est-ce que la valeur de mon retargeting, c'est la valeur que je mesure? Est-ce que la valeur de mon search, c'est la valeur de ce que je mesure? Nous, on travaille énormément sur cette notion d'incrémentalité, c'est-à-dire d'être capable de dire il faut nécessairement, sur chacune des actions qu'on mène, avoir un groupe test et un groupe témoin. Parce qu'évidemment, et forcément, dans le groupe témoin, il y a des gens qui vont consommer sans même avoir de message publicitaire. Et c'est cette différence entre le groupe test et le groupe témoin qui va nous amener à vraiment mieux piloter la manière dont on a de l'efficacité dans le marketing digital. Alors, tu parles de pilotage et tu parles d'accompagnement. Pour le mot suivant, on a choisi un mot valise, le MarTech. MarTech. Là encore, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, que vous avez rencontré à plein d'endroits. En fait, si on a choisi MarTech, ce n'est pas tellement pour le mot-clé en tant que tel, mais c'est justement parce qu'il représente l'association de deux choses, du marketing et de la technologie. Nous, avec AppNexus et avec d'autres providers, on va s'attacher à avoir une technologie qui fonctionne, une technologie qui permet la transparence. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même des hommes et des femmes de marketing et que le marketing, il est essentiel. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit par l'intermédiaire de notre bureau dans la Silicon Valley, c'est quand même qu'il y a une vraie demande d'avoir des software with services. C'est-à-dire que Mille Merci se positionne quasiment systématiquement avec de la technologie, bien sûr on a besoin des bons outils, mais aussi du service et les personnes pour le faire. Concrètement, ça veut dire que je suis sûr que parmi les gens de la salle aujourd'hui, au milieu des annonceurs, il y a des annonceurs qui se sont vus amener de faire des choix technologiques sur quel outil j'utilise pour tel endroit, quel outil j'utilise pour ça. Mais l'outil en tant que tel, il n'est pas suffisant. Il faut que vous ayez
par l'intermédiaire d'une agence ou pas, ça peut être chez vous, on voit bien aussi des annonceurs qui intègrent ça chez eux, il n'y a aucun problème avec ça, mais l'outil tout seul, ce qui est certain, c'est que de notre point de vue, il ne va pas avoir de valeur. Il faut à la fois l'outil et à la fois les spécialistes. Très bien, donc si je résume, on a discuté de quelques enjeux, on a vu qu'il y avait quand même quelques méthodes qui peuvent s'appliquer. Pour terminer, on va essayer de trouver 3 derniers mots-clés pour aller de l'avant. Le premier mot-clé ou le premier critère dont on veut parler, c'est le caractère ouvert. On pense que c'est inhérent à Internet, à l'écran, l'émergence des navigateurs issus de projets libres. J'aurais pu aussi choisir l'exemple de Wikipédia. On pense que sur la durée, le succès s'inscrit dans l'ouverture. On parlait des mécanismes de boîte noire. Certes, ils vont résoudre une complexité temporelle, mais elle ne va pas s'inscrire sur la durée. Ça, c'est le premier mot-clé qui va rester. On a un mot-clé de quelque chose qui ne doit pas rester, je crois, qui arrive, la homepage, ou plutôt le contenu. Aujourd'hui, et j'ai repéré certaines personnes dans la salle, vous n'allez pas taper un URL sur votre smartphone pour consommer du contenu. Cette logique de l'agrégateur de contenu, elle a disparu. Ça va être votre feed LinkedIn, ça va être Apple News. Voilà la manière dont vous allez accéder au contenu à l'avenir et consommer Internet par touches successives. Julien, je crois que tu veux même aller plus loin, tu veux même parler d'usage. Oui, parce que on voit bien, alors on l'a fait à notre toute petite échelle et en 13-14 minutes, donc c'est un petit peu court, mais on voit bien que quand on met en perspective les évolutions technologiques, de réseau, de capacité de contenu, d'usage, les choses changent quand même très très vite. Il faudrait qu'on soit tous capables de se dire régulièrement, mais attention, prenons un petit peu de recul parce que les choses vont très très vite, que ce soit d'un moteur de recherche. Enfin, tout va très très vite dans ce monde-là et les usages aussi vont très très vite. Moi, j'avais ma nièce qui a 16 ans chez moi la semaine dernière. Et je lui ai donné la télécommande de la télé et elle n'a pas du tout cherché à appuyer sur 1, 2, 3, 4, 5 et elle m'a dit « Waouh, super, t'as Netflix !» Et je pense que c'est elle la consommatrice de demain. Donc cette capacité à consommer de l'audio, de la vidéo, n'importe quoi, d'avoir un accès différent avec des devices différents, c'est ça qui va nous guider sur les 10 prochaines années. Quelques petits exemples, on travaille beaucoup en audio programmatique. Aujourd'hui, la moitié des Français, ils écoutent la radio ou du contenu musical en ligne. Et sur la moitié de ces Français qu'on peut toucher, en plus, dans les tests qu'on mène aujourd'hui, nous, on voit 93% des exposés, ils écoutent le message jusqu'au bout. Ça, c'est une vraie transformation. C'est des vraies technologies qui sont nouvelles, qui datent d'il n'y a pas si longtemps, mais qu'on peut exploiter dès maintenant. Donc l'audio programmatique, nous, on y croit beaucoup. Et évidemment, vous avez dû en entendre parler 1000 fois dans le cadre du Hub Forum. La transformation de la consommation des contenus vidéo, elle aussi, elle change. Un petit chiffre, juste pour se donner de la perspective, c'est que 60% des Français, ils utilisent de la TV replay au moins une fois par semaine. Et si on fait un focus ou un zoom sur les catégories les plus jeunes, ça transforme encore ce chiffre-là. Donc je pense que cette consommation du contenu, cette capacité à toucher les consommateurs, cette capacité à leur parler, à leur laisser eux décider quand est-ce qu'ils consomment et quand est-ce qu'ils sont d'accord qu'on leur parle, est un vrai changement des 10 prochaines années du programmatique. Très bien, 10 sur 10, Julien. Merci beaucoup. Merci pour l'entendre. Merci infiniment à tous les deux.